Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant la gynécologie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est la placenta previa. Placenta previa, tout le monde sait, la placenta elle dit previa lorsqu'elle s'insère dans la partie où il s'insère en partie ou totalité sur le segment inférieur. Segment inférieur, c'est une entité obstétricale qui est formée en troisième trimestre. Donc, on ne parle pas de placenta previa avant la troisième trimestre. Parce que parfois, on a une placenta qui s'insère dans le segment inférieur. Le segment inférieur, proprement dit, il se forme en troisième trimestre. Parfois, elle s'insère dans la partie le plus bas. Mais en troisième trimestre, elle ascend. Donc, on peut ascenser. Mais la placenta previa, c'est une placenta qui s'insère en partie ou en totalité sur le segment inférieur. Il constitue en urgence une des urgences obstétricales, surtout dans sa forme hémorragique, peuvent engager le pronostic fœtal et maternel. Donc, c'est quelque chose parfois qui donne des hémorragies cataclysmiques. L'intérêt de question, c'est une fréquence en augmentation liée à plusieurs facteurs. Par exemple, on a le mariage qui est en train d'avancer dans l'âge. Donc, l'âge avancé des gestantes. Les césariens, on fait beaucoup de césariens, on fait trop de césariens. Le tabac, la cocaïne. On voit des femmes malheureusement de plus en plus fumeuses. Ou bien leur mari qui ont fumeuse. Donc, c'est une cause fréquente d'hémorragie au troisième trimestre. C'est une l'une des causes le plus fréquent des hémorragies du troisième trimestre. Pathologie très grave, pronostic vital mis en jeu, surtout par une choc hémorragique chez la mère. Un diagnostic précoce et une prise en charge materno-fœtale adaptée permettent un bon pronostic pour les deux. La fréquence, comme j'ai dit, concerne 1% des grossesses et présente 30% des causes de métrorragie de troisième trimestre. On va parler des causes de métrorragie du troisième trimestre. C'est la placenta previa. On va parler dans le prochain cours, Inch'Allah, de l'hématome rétroplacentaire. Donc, ce sont majoritairement les deux causes principales d'hémorragie de troisième trimestre. Cette anomalie reste donc, au point de vue pratique, un des plus grands chapitres de pathologie obstétricale, comme j'ai dit. Le maître symptôme, c'est l'hémorragie du troisième trimestre. C'est facile. Une hémorragie au troisième trimestre, généralement, elle est externe de sang de couleur rouge qui s'écoule par la vulve. Elle est indolore. Ça, c'est crucial pour différencier à une autre pathologie, ce qu'on appelle l'HRP, c'est-à-dire l'hématome rétroplacentaire qui est douloureux. Mais en général, il est douloureux. Mais le placenta previa, elle est indolore. Donc, parce que elles ne sont pas de douleur. Donc, elle est indolore, inopinée, sans horaire particulier, sans cause apparente, survient aussi bien la nuit, le jour, position couchée, debout. Donc, elle ne s'accompagne pas d'autres signes fonctionnels tendance à se répéter. Placenta previa pour rester longtemps asymptomatique et être découvert fortuitement lors d'une échographie. Donc, comme j'ai dit, c'est une hémorragie troisième trimestre de sang rouge, couleur rouge. Le plus important, c'est indolore. À plus de ça. Les signes physiques. On fait par spéculum pour confirmer l'origine endo-utérine du saignement, éliminer une cause vaginale. Donc c'est un sang qui vient de la cavité utérine. Le toucher vaginal est strictement contre-indiqué. Il ne faut pas faire un toucher vaginal. Pourquoi c'est contre-indiqué? C'est quelque chose de dangereux, surtout chez une femme qui est présente une placenta previa. Tout simplement, si on m'amuse à toucher en intracervical, on peut déclencher une hémorragie redoutable et qui oblige à faire une césarienne inopportune sur un enfant prématuré malheureusement. Donc, il faut arrêter de faire les touchés vaginales à tout prix, c'est-à-dire si contre-indiqué, il faut d'abord faire une échographie.
Une échographie doit être pratiquée en urgence avant le tissu vaginal, c'est crucial. C'est un examen anodin, c'est un examen qui peut donner plusieurs renseignements tels que la biométrie fœtale, les types de présentation et même voir la cavité. Les formes cliniques, on a plusieurs formes. Forme asymptomatique, comme j'ai dit, forme compliquée, présidence de cordon 4 fois plus fréquent lorsqu'on a une placenta bas insérée, c'est-à-dire une placenta prévia. Donc, le cordon peut sortir facilement. Placenta accreta complique 10% des placenta prévia. Placenta prévia, c'est l'insertion plus bas. Mais placenta accreta, c'est l'insertion à l'intérieur de myomètre. On va parler donc dans le profondeur. On va parler de l'accreta, les précreta dans la classification histologique. Ainsi vidé, complications néonatales prématurées, souffrance fœtale aiguë, forme associée à un HRP. Donc on peut avoir l'association entre les deux, placenta prévia avec une hématome rétroplacentaire. Diagnostic différentiel, majoritairement donc les hémorragies extra-utérines, on a les varices vulvaires, cystites ou bien lésions vaginales ou cervicales. L'hémorragie d'origine andro-utérine, on a l'HRP. On revit l'HRP, la placenta prévia, c'est l'une des majeures causes de l'hémorragie du troisième trimestre. Contracture utérine, métrorragie noyade, peu abondant. Donc dans l'HRP, on a une toxémie gravidique. L'HRP, c'est majoritairement, elle vient pas tout le temps, mais majoritairement chez une patiente qui est présent en HTA gravidique. HTA gravidique, donc c'est hypertendu. Avec un utérus n'est pas souple, un utérus très contracté en bois, avec métrorragie noirâtre et peu abondant. Contrairement à la prévia qu'on a en hémorragie rouge, l'utérus souple généralement on n'a pas de notion d'HTA. Rupture d'utérine, douleur d'intense, pas de BCF, c'est-à-dire de bruit cardio-fœtaux, et le fœtus sous la peau. C'est la rupture utérine parfois donc qui cause des douleurs, surtout des douleurs intenses sous un utérus cicatriciel. L'hémorragie de Pankensel, c'est déchirure d'infection de cordon fœtal, donc c'est rare mais on peut citer. Classification anatomique, on a la classification de McAfee. C'est le type 1, une placenta latérale, le type 2, placenta marginale, type 3, placenta qui recouvre partiellement, et type 4, recouvre l'orifice interbuccal total et central, on peut dire total central, c'est type 4. En profondeur, on a classification histologique, la placenta accreta qui traverse l'endomètre, sans l'évolution en contact du myomètre et pénètre plus ou moins profondément de celui-ci. Accreta, c'est généralement traverse l'endomètre et colle à la myomètre. Le incréta, les vélocités envahissent le myomètre. Incréta et percréta, les vélocités peuvent arriver jusqu'à la cireuse péritonéale, donc cireuse voire même au pelvis. Donc ça c'est la percréta, elle traverse toute la cireuse et peut arriver même au pelvis. Nota bene, placenta normalement insérée et dite dissidua, d'où le terme hématome dissidéal, c'est au cours de l'hématome rétropéritonéal, l'hématome rétroplacentaire. Donc, peu importe, les facteurs favorisent ou bien on appelle les facteurs de risque, c'est bien sûr l'antécédent des placenta prévia, la mutuparité, l'âge avancé, la fréquence augmente avec l'âge, les antécédents d'avortement, les cicatrices utérines, lésions endométriales, endométrite, grossesse gémellaire, malformation utérine, fibrome submuqueux, le tabac, le cocaïne et même la race noire. L'évolution. Les hémorragies ont tendance à récidive. Le pronostic vital, comme j'ai dit, maternel, peut aggraver le pronostic fœtal et maternel. Rupture prématurée des membranes pour le voir. Elle constitue le symptôme initial dans 4% des cas. Elle complique dans 11 à 18% des cas l'évolution de placenta prévia. C'est la rupture du laminios et du chorion et due
à l'inextensibilité des membranes qui avoisinent le placenta. Donc lorsque le placenta elle est accoulé en bas, donc les membranes sont inextensibles et peut rupturer, et qui constitue le symptôme initial, donc la rupture prématurée des membranes. L'ouverture précoce de l'œuf expose au risque de chorioamniotite, l'accouchement prématuré et la présidence de cordon. Lorsque les membranes sont ouvertes, le cordon peut sortir et les germes peuvent envahir et donner la chorioamniotite, et bien sûr on risque d'un accouchement prématuré. Donc l'accouchement prématuré est très fréquent en placenta prévia. Complications maternelles, 25% des morts maternelles sur hémorragie se font sur placenta prévia. Les hémorragies récidivantes, parfois cataclysmiques, choc hémorragie et décès. Donc c'est quelque chose de grave, hein, parfois qui donne de la mortalité. Hémorragie de la délivrance, plus fréquente, donc l'hémorragie de délivrance. Secondaire, les mauvaises rétractions du segment inférieur en postpartum et en cas de clivage difficile sur placenta accreta. Risque thromboembolique ou bien l'alitement, donc le carence martiale en postpartum parce que c'est hémorragique, donc elle perd beaucoup de sang et peut donner un carence en fer. Complications fétales, la malposition placentaire favorise la présentation dystocique. Donc parce que la placenta, telle que les positions transverses, siège, tous les problèmes de présentation, parce que le placenta n'est pas inséré, donc qui peut donner une présentation qui est parfois dystocique. Le RPM, on a parlé de ça, retard de croissance intra-utérine par manque de vascularisation, hypertrophie parce qu'on a l'anémie prématurée, tout ça, souffrance fœtale aiguë, surtout sur l'anémie fœtale post-hémorragie maternelle. Mortalité périnatale de 5 à 6% des fœtus malheureusement qui meurent. 5 à 6% des fœtus sur placenta prévia. Conduit à tenir donc au cours de grossesse, c'est large, hein. Je vous dis brièvement, conduit à tenir. On a au cours de grossesse, pendant le travail, au cours de la délivrance, dans les suites de couches et prise en charge de nouveau-né qui est né par une mère qui a placenta prévia. Cours de grossesse, c'est toujours lorsqu'on parle de grossesse, lorsqu'on parle de l'obstétrique, on a deux à considérer. Et surtout, elle doit considérer l'âge de fœtus. Si on a par exemple l'âge très avancé, on peut faire la césarienne, par exemple 36-37, on peut faire la césarienne parce que le fœtus est mûr. Soit donc on peut faire directement une césarienne. Mais lorsque l'âge est inférieur à 36, donc généralement on hospitalise avec un repos strict, surveillance hémodynamique et même surveillance de fœtus à l'aide de ERSF. On donne un anticolis pour ne pas déclencher l'accouchement. Donc on doit garder, on essaie d'avancer un peu. Et supplémentation martiale, parfois transfusion, si on a une anémie. Prévenir l'alloimmunisation, la corticothérapie pour la maturation pulmonaire parce qu'on risque avant de 34 semaines, parce qu'on a un risque d'un accouchement. Prévenir l'alloimmunisation si le résultat bien sûr négatif. En cas de rupture des membranes à suer, il faut veiller à la mise en place d'antibiotiques, antibiothérapie prophylactique. Surveillance fœtale, donc surveillance fœtale telle que donc en RCF, comme j'ai dit, échographie biométrique fœtale, donc on surveille. Lorsqu'on a l'âge qui ne permet pas de déclencher la grossesse, on surveille. Donc, ces mesures thérapeutiques permettent souvent d'obtenir l'arrêt de l'hémorragie. L'attente de 36 semaines, parfois la césarienne s'impose, à la césarienne avant 37 semaines. Indication d'interruption urgente du grossesse, hémorragie massive à l'admission, hémorragie persistante jusqu'à 10 heures après l'admission, patient travaille après 36 semaines d'aménorrhée ou accouchement prématuré inéluctable. On peut pas arrêter avec l'échec de la tocolyse. Participation importante de sang fœtal dans l'hémorragie selon le test de Kluwer. Donc c'est un test pour détecter est-ce que on a beaucoup de sang fœtal
qui est hémorragique. Parce que la femme, elle ne sent pas que le bébé est sain. Parce que lorsqu'on a une rupture des trucs, des vaisseaux de fœtus, parfois le fœtus saigne, mais la maman elle ne sait rien, elle est peut-être même en bonne santé, mais elle ne sait pas. Donc on fait toujours l'importance de son fœtal sur l'hémorragie. Signe d'hypoxie fœtale sur cardiotocogramme. Pendant le travail, l'accouchement par voie basse est accepté. On peut, lorsqu'on a donc tous les paramètres sont bien, présentation céphalique bien centrée, rétrocardiaque normale, premier geste à effectuer, rupture large des membranes. La césarienne, parfois, elle est obligée lorsqu'on a une placenta recouvrant. Donc, on ne peut pas, la placenta, elle recouvre tous, on fait une voie basse. Donc, la voie basse acceptée seulement lorsqu'on a une forme non recouvrante. Les formes recouvrantes qui recouvrent le col, on ne peut pas tenter par une voie basse. On doit faire une césarienne. C'est clair et logique. L'hémorragie importante persiste après rupture de la poche des os. Souffrance fœtale aiguë, donc il faut faire une césarienne. Procidence de cordon, on peut comprimer le cordon et faire une souffrance fœtale. Donc on doit faire une césarienne. PP plus présentation normale ou tout autre dystocie. Donc tous les dystociés, on doit faire une césarienne. Au cours de la délivrance dirigée, révision utérine, hétérotonique, massage utérine, si la hémorragie persiste, parfois on est obligé de faire une hystérectomie d'hémostase. Et dans les suites du couche, poursuivre la correction de l'anémie. On donne l'antibiothérapie. C'est le résus négatif tout le temps chercher l'immunisation parce que il peut donc aggraver la situation. Donc on donne l'anti-D, c'est le résus négatif. Prévention des accidents thromboemboliques, surtout par on doit donner, on prévient les accidents thromboemboliques, c'est crucial. Parce que si on sauve le fœtus après la mère meurt par une embolie pulmonaire, donc ça ne rien. Prise en charge du nouveau-né doit être, on le voit vers un pédiatre qui sait bien quoi un enfant qui est né d'une placenta prévia. Parce qu'on a la fréquence des anémies, des détresse respiratoires, des œdèmes pulmonaires ou même des maladies des membranes hyalines. Le pronostic, comme j'ai dit, la mortalité, l'hémorragie cataclysmique, l'hémorragie répétée entraîne une anémie sévère avec décompensation à droite de choc, morbidité liée à la survenue d'anémie, risque d'infection et complications thromboemboliques. Donc on a une pronostic maternel avec une mortalité et morbidité. Le pronostic fœtal, c'est prématuré, première cause de mortalité. Procédance de cordon aussi. L'anoxie par anémie maternelle ou HRP, surtout lorsqu'on a association. Conclusion, le placenta prévia constitue l'une des grossesses à haut risque materno-fœtal, nécessite une surveillance étroite. Selon l'entité obstétricale redoutable, le risque d'hémorragie peut induire mis en jeu le pronostic vital maternel, risque d'hémorragie et à mort maternelle malheureusement. Le diagnostic suivant par une échographie, le TV contre-indiqué parce que peut donner des hémorragies cataclysmiques. Une prise en charge rapide ADICA permet d'obtenir des meilleurs résultats avec on peut dire avec un très bon pronostic materno-fœtal lorsqu'on a une prise en charge rapide ADICA et donc on peut guérir. Donc enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider à partager et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.